une immense joie pour nous de vous retrouver encore ce soir dans votre émission 30 minutes pour convaincre. Une émission qui rime avec l'actualité dans le souci de vous informer autrement. Aujourd'hui, question d'actualité est beaucoup plus martelée par rapport aux organisations des élections en République démocratique du Congo. Personne ignore que 2 ans après, les élections municipales n'ont jamais été organisées. Que faire alors? Parce que ça devient juste un casse-tête politique en voyant ceux qui sont victimes. Est-ce que Denis Kadima va-t-il procéder par l'organisation ou bien vont-ils rester juste à nommer le bourgmestre pour étouffer, empêcher les candidats qui étaient déjà sur la liste, et où sont les sorts justes de leurs frais de paiement, parce qu'ils avaient juste versé leurs frais de participation. Donc ce sont des questions posées. La réponse, c'est tout de suite avec notre invité. Marcus Kapiamba, c'est lui qui est juste, on ne dira pas les candidats malheureux, mais les candidats juste en cours de course électorale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, et je suis très content et privilégié pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant d'abord d'y arriver, là où nous allons juste toucher l'attention de plusieurs partants de cette annonce sur les élections en République démocratique du Congo, mais là, l'encre ne cesse de couler à tout ce qui s'est avec ce qui se passe dans la partie de la République démocratique du Congo. Les prêtres se sont juste prononcés. Il n'y a pas mal de réactions qui s'élèvent. Le voix aussi ne cesse de monter d'une manière à une autre. Quelle lecture faire? La lecture faire, mais il faut savoir d'abord pourquoi les dialogues. Pourquoi les dialogues? Voilà le problème. Pourquoi les dialogues? Je sais que depuis la nuit des temps dans notre pays, ça a toujours été une voie par laquelle nous arrivons toujours à faire face, à trouver des solutions pour l'évolution et surtout l'évolution de notre cher et beau pays. Mais madame, qu'à cela ne tienne, il faut se poser de très bonnes questions. La question de savoir, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est important? Pourquoi faire? Quels sont les cahiers de charges de chacun? Alors, s'il faut répondre, moi, s'il faut que je puisse vous reposer ces 3 questions que vous nous avez juste demandées, je sais que ça va tirer aussi l'attention de la population congolaise. Est-ce que c'est important de dialoguer? Ce n'est pas mauvais de dialoguer. Là, c'est le dialogue intercongolais. Ce n'est pas mauvais de dialoguer, madame. Mais je trouve que, est-ce que c'est important? Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est le moment? Voilà le problème. On dialogue sur quelle base? Pourquoi? On nous parle, il y en a d'autres qui parlent des institutions qui ne sont pas crédibles par rapport aux élections, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est important à ce moment? Voilà le problème. Parce qu'il y a eu les élections en 2023, il y a des animateurs que le peuple a voté, ils sont là en train de travailler. Est-ce qu'on est obligé d'aller à ce dialogue-là? Où se trouve, en fait, Mbeba Kokoso, en fait, cette fois-ci, on va être bilingue pour permettre aussi la participation, surtout de plus. Ne commencez pas d'abord à nous biper, nous sommes qu'au début, et ne bipez pas surtout. C'est mieux de pouvoir réagir, répliquer par SMS, vu le temps. On n'a que 30 minutes pour convaincre, en fait. Mbeba Ezawapi, où est le mal si on se mettait juste autour d'une table entre nous? Le coup là-bas, en Congo, Balamboka, tout seul, là, on penda Congo. Non, madame, vraiment, c'est bien, mais ce n'est pas la première fois. Il faut savoir qu'il y a eu des dialogues dans ce pays. Il y a eu des dialogues qui ont donné l'accord global et inclusif qui nous a amenés à cette constitution et aux élections. Et c'est un processus, bien sûr, nous pouvons toujours l'accepter. Il y a des avancées significatives. Mais il faut aussi lire le temps.
Pourquoi le dialogue aujourd'hui? C'est leur cahier de charges qui ne correspond pas par rapport aux attentes de la population. Voilà le problème. Ok. Quand vous dites que le cahier de charges, vous parlez du gouvernement en place ou bien vous parlez des belligérants? Non, j'ai pas de... En fait, je vais aller des deux côtés. Je parle de la classe politique congolaise. En fait, je fais aussi allusion de belligérants. Ce sont eux qui posent beaucoup plus de problèmes. Peut-être que ce sont les deux cahiers de charges qui posent problème pour qu'on puisse avoir une vérité claire et retrouver surtout la vraie paix en RDC. La paix, elle se construit, elle peut être construite que par les fils et les filles du pays. Mais les fils et les filles du pays qui se réunissent, qui cherchent à trouver un seul idéal, qui cherchent à trouver un chemin pour marcher ensemble et soutenir la population. Mais aujourd'hui, madame, nous avons vu des accords, nous avons vu des dialogues qui sont passés par des accords. Ces accords sont restés secrets entre ces gens-là qui étaient entre les signataires. Et aujourd'hui, je le vois en train de se dire, on n'a pas respecté les accords qui étaient dans toutes ces causeries de dialogue. Est-ce que leur non-respect des accords conclus, est-ce que c'était pour l'intérêt de nous, la population? Voilà le problème. Donc vous sentez juste la haute trahison de leur part? Moi, je trouve que ces gens-là, quand ils viennent pour dialoguer, ils viennent avec leur cahier de charges. Ce cahier de charges est lié à leurs intérêts. Et lorsque leurs intérêts sont menacés, ils se sentent en perte de vitesse. Comme ils se sentent en perte de vitesse, ils vont maintenant commencer à créer, comme je peux vous expliquer, ils sont en train de créer des incidents pour ramener les gens à s'allier à une cause qui sont une cause à eux seuls. Parce que si aujourd'hui vous me parlez des belligérants, vous me parlez de Nanga aujourd'hui, qui est en train de discuter à Doha, quels sont les intérêts de Nanga? Quelles sont les revendications de Nanga? Nanga nous a parlé ici, noir c'est blanc, qu'il défend ses carrés miniers. Qu'est-ce que ces choses allaient avoir avec nous, la population? Aucune cause ne peut être juste, madame. Lorsqu'il y a une mort d'homme, on ne peut pas parler d'une cause juste. Alors, ces gens qui ont pris les armes, qui ont tué, si aujourd'hui on leur permet qu'on les crée un corridor, un chemin pour qu'ils puissent aussi arriver au pouvoir, demain les autres prendront aussi les armes pour chercher encore un dialogue et arriver à ces fins-là. Alors il faut maintenant commencer à conscientiser la population. Nous devons être conscientisés parce qu'à un certain moment, on est là juste pour laisser les gens venir nous dire « tu respectes ma corte, le collaborateur na bango ». Et quand la population apparemment aussi, elle a compris voilà pourquoi elle jette l'éponge. En fait, hein, ça passe inaperçu, ça ne leur dit absolument rien. Ce n'est pas un problème qui leur concerne. Ce n'est pas aussi un moyen. Les gens vont aller pour se réunir, parler de notre avenir. Nous allons dire qu'il est allé sauter. Est-ce que c'est du sérieux? Parce qu'on ne trouve pas du sérieux dans tout ça. Non, nous devons... On signe les accords, mais après 2 mois, 1 mois... On dit les accords, on n'arrive pas plutôt à respecter les accords signés. C'est se jouer avec la population. Moi, voilà maintenant le dialogue que moi je préfère. Voilà. Le dialogue que je veux. Si aujourd'hui ils veulent dialoguer, moi je préfère ceci. Comme ils vont parler de notre avenir, nous les Congolais, nous on ne veut plus qu'on nous dise encore que tout ce qui est d'accord, tel ou tel n'a respecté. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quels sont les accords non respectés? Voilà. Quels sont les gens se sont dit, jusqu'au lieu que nous respectons comment le là, qu'est-ce que moi je veux de ces dialogues? Je veux un dialogue où, pour que ce soit, qu'il y ait de la transparence, nous voulons ceci. Qu'on puisse organiser un dialogue public, un dialogue qui passe à la télé, un dialogue où chaque participant, quand il prend une décision, quand il prend la parole, que le peuple puisse l'écouter, savoir quels sont ses intérêts par rapport à ce truc-là de dialogue. Il cherche quoi? Et
Quand ils vont terminer, ils vont donner les éléments qui les permettent pour qu'on puisse avancer ensemble les Congolais. Ils viennent avec ces idéaux, ils le mettent, devant notre propre responsabilité, qu'il y ait même des référendums qui vont permettre à ce que la population puisse accepter, comme c'est de l'avenir de cette population, comment il y a 100 millions d'habitants, plus de 100 millions d'habitants, nous allons prendre 30 personnes, 40 personnes qui sont allées là-bas, qui prennent des décisions sur notre avenir et qu'ils parlent des choses en secret, des choses qu'on ne peut pas, nous, population, écouter et mettre notre avis là-dessus. En agissant ainsi, ce n'est pas un moyen de leur exposer leur vie. Il y aura en fait, imaginez la montée de la tension qui va se produire juste après leur sortie médiatique, soit après leur exposition. Maman, mais quand vous posez un acte, il faut qu'il y ait des répercussions quand ces choses-là ne sont pas pour l'intérêt de la population. Il faut que la population lui-même décide. Parce que toi, tu ne peux pas venir là prendre l'avenir de tout un peuple, le mettre dans tes poches, commencer à marcher avec, parce que c'est un accord. Et que tu puisses maintenant nous faire subir quelque chose qui ne tient pas à notre propre intérêt. Moi, je peux accepter, comme dans notre vie de tous les jours, depuis qu'on connaît notre pays, nous avons passé de dialogue à dialogue pour trouver des compromis, soit pour trouver des solutions à avancer notre pays. Mais cette fois, c'est tellement qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit en cachette, qu'on parle en cachette et que nous ne savons pas, et ils viennent commencer à se livrer en spectacle, en train de discuter, en train de se chamailler. Il y en a même ceux-là qui tuent leurs propres frères, qui prennent des armes pour tuer la population, parce que quoi? L'autre n'a pas respecté les accords. Alors pourquoi? C'est pour ça que moi je souhaiterais que nous puissions aller au dialogue, mais ce soit être un dialogue transparent, où on va nous expliquer, on va écouter l'idée de chacun. Et le peuple, les 100 millions d'habitants, vont juger ça par un référendum. Comme ça, on ne va plus leur permettre d'aller défendre leur butin pour chercher à faire des partages de gâteaux. Non. Parce que quand ils vont aller là-bas, nous sommes les lésés. Non. Là, cette fois-ci, moi, je ne trouve pas que ce soit important. Si ça va être un tel dialogue, la population, nous pouvons accepter cela. Voilà, les mécanismes sont juste mis à votre disposition. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention la proposition d'un dialogue transparent avec notre invité. C'est à vous d'en tirer juste compte s'il faut en prendre ou bien s'il faut en laisser. Alors, parlons-en cette fois-ci. On revient sur notre sujet où il y a vraiment des réactions de certaines personnes. Soyez patients parce qu'il va parler franchement. Avant d'y arriver, ce n'est pas de nouveauté en fait. En République démocratique du Congo, on a eu à organiser des élections d'une manière à une autre. Mais avant d'abord de toucher même la profondeur de notre sujet, quelle lecture faire sur les élections en RDC? Bon, comme tout un peuple, il y a toujours de l'évolution. Quand on était enfant, nous avons vu les élections dans ces pays où il y avait seulement la face d'une seule personne et il y avait seulement des couleurs des billets de vote. Soit vous choisissez pour l'élimination, soit vous acceptez, vous choisissez la couleur verte et autres. C'était le début. À un certain moment, nous avons eu ce que nous avons eu, l'accord global qui nous a amené à toutes ces procédures pour avoir notre constitution cette constitution que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Elle a permis qu'il y ait les premières élections en 2006. Il y a quand même des élections que nous avons tous ensemble appréciées, comme c'était le début. Après ça, il y a encore eu des élections en 2011. Et il y avait toujours une évolution parce que par rapport aux élections de 2006 qui étaient à deux tours, on a quitté de là, on a commencé nous sommes venus avec les élections à un seul tour. Et il y a eu des élections en 2018.
d'où il y a eu l'alternance pacifique du pouvoir. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Le peuple est appelé à évoluer. Et ça nous a donné des élections. Nous avons eu notre président. C'était pour la première fois de nous voir dans ces pays, nous, à notre âge, de voir qu'un président sortant et un président entrant se donner la main. Ce qui n'existait pas, mais c'est déjà quand même un progrès. Et aujourd'hui, nous avons eu les élections en 2023. Madame, je vous parle qu'il y a quand même une évolution. C'est ma petite lecture que je peux par rapport à cela. Voilà, la CENI avait juste annoncé la tenue des élections de bourgmestre et les adjoints depuis le 9 octobre 2025. Où en sommes-nous? Silence radio. Silence radio, là vous avez raison. Il y a quand même, depuis 2006, selon notre constitution, la loi exigeait qu'il y ait 3 élections. Élections présidentielles, les élections des députés et les élections municipales, d'où il y a des conseillers communaux. Ces conseillers communaux sont comme des grands électeurs et à leur tour, ils viendront voter les bourgmestres. Et vous devez aussi savoir que nos communes sont devenues des entités territoriales décentralisées. Je crois que c'est la loi organique la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008. C'est cette loi qui nous a permis qu'on puisse nous appeler nos communes des entités territoriales décentralisées. Cette entité, on leur a octroyé le pouvoir d'être quand même indépendant. Il peut aussi faire un plan de son budget de la commune, parce que la commune, il y a des recettes qui entrent dans la commune. Alors, on nous a donné, auparavant, c'était le bourgmestre qui nommait ses conseillers avant les élections. Mais depuis 2006, 2011, 2018, il n'y a pas eu des élections municipales. Mais grâce à l'avènement de notre président Félix, que je salue en passant, il a permis à ce qu'il y ait des élections municipales. Ces élections ont permis aujourd'hui ce que vous voyez qu'on appelle les conseillers communaux. Ces conseillers communaux, à leur tour, ils ont comme redevabilité, comme le travail d'élire le bourgmestre et les bourgmestres adjoints. C'était ça, c'est ce qui devait être fait. Après 2023, en 2024, on a commencé le processus d'organisation des élections. Nous nous sommes pointés parce que nous avons voulu qu'il y ait une administration forte. Ce qui fait la force d'un pays, ce ne sont pas des choses qu'on fait à pêle-mêle. C'est l'administration. L'administration, si elle est forte, on peut changer de tête, mais cette administration va rester et va faire ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et cette administration va permettre aux dirigeants de bien travailler. L'administration commence par les bas, par les acteurs de base, et ça monte. Mais si ça ne se fait pas comme ça, comme aujourd'hui, comme nous le voyons, vous trouvez même nos communes en souffrent. Vous trouvez même le gouverneur qui est notre gouverneur de Kinshasa. On va y arriver avec la souffrance de nos... Comment ces gens-là ne travaillent, parce qu'ils n'ont pas permis qu'il y ait ce qu'on appelle une administration forte. Voilà, il fallait maintenant que les conseillers communaux puissent voter. Lorsqu'ils votent le bourgmestre va donner son projet de société dans sa commune. Cela permettra à ce que les conseillers trouvent quelqu'un qui peut facilement soutenir, diriger bien la commune. Et s'il y a des problèmes, ils trouvent que le monsieur ne répond plus aux critères, ils ont la possibilité, la capacité de lui déchoir en élisant un autre. Voilà un peu. C'est un an de redevabilité. Voilà, 2 ans après, on observe, il n'y a rien comme État annonce, et vous-même, vous êtes déjà victime parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, candidat juste dans la commune de Mongafula. Mais où se trouvent les vrais problèmes dans les blocages de cette élection? Voilà, madame.
la CENI a ouvert, nous a appelés pour venir déposer nos candidatures. On ne dépose pas la candidature comme ça vide, il faut payer. En dehors de ça, il y a des tractations liées au processus de cette candidature. Il faut d'abord se mettre en ordre pour que votre candidature soit reçue, bien traitée. Toutes ces choses-là demandent de l'argent, proto des processus. Nous sommes passés par tout ça. Et venez y rester des semaines pour qu'il y ait des élections en 2024. Directement, la CENI nous communique, des semaines après, 2 semaines avant les élections, il nous communique que non. Faute de moyens, le gouvernement n'a pas donné les moyens pour organiser les élections sur toute l'étendue de la République. Alors, faute de ça, ils ne sont pas capables. Ils ont dit que nous allons vous donner une date ultérieure. Depuis 2024, nous avons attendu jusqu'à 2025, la date que vous nous ont encore rappelé. Le 9 octobre. Voilà, ils nous ont encore rappelé, venez, ceux qui avaient posé la candidature, venez vérifier, venez confirmer votre candidature. Et ceux qui n'ont pas encore posé les candidatures, ils peuvent se préparer. Madame, nous avons fait toutes ces tractations. Les jours où on devait ouvrir les bureaux pour recevoir les candidatures, nous sommes arrivés là-bas. Il n'y a pas moyen de recevoir parce que la somme qu'on avait demandée au gouvernement, non, la somme que la CENI a demandée au gouvernement pour les années de l'élection, ça n'a pas pu tenir. D'où, à la radio Top Congo, le ministre des Finances, l'été là, on lui a posé la question, ils ont dit, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il a dit, comme nous avons une partie de notre pays qui est en guerre, c'est pour cela que je ne trouvais pas utile qu'on organise les élections dans les autres territoires où il n'y a pas la guerre. On revient en fait, on va y revenir parce que ça c'est juste une question. C'est juste une question. Apparemment, il y a des candidats malheureux qui sont victimes en fait. Est-ce que la situation sécuritaire dans la partie est la République démocratique du Congo, c'est juste un coin qui est touché, ce n'est pas toute l'étendue, mais pourquoi ça bloque juste le processus d'organisation des élections municipales en RDC? Madame, si vous avez l'occasion de vous rencontrer avec le ministre Doudou Famba, il pourrait être plus explicite que moi, parce qu'au moins c'est lui qui nous a donné cette version. Nous avons 26 provinces, madame. Êtes-vous convaincu de toutes les façons? Non, je ne suis pas convaincu parce que c'était juste des manœuvres dilatoires, des manœuvres qu'on voulait. Parce qu'aujourd'hui, voilà maintenant ce qui se pose. Ils ont créé un précédent. C'est quoi le précédent? Il y a eu des conseils communaux élus qui ne peuvent pas dépendre totalement du bourgmestre, qui sont là comme un élément qui veille à ce que le bourgmestre puisse bien faire son travail. Et ils ont le droit de voter pour voir si nous votons qui. Et ils sont devant des bourgmestres qui ont été pas élus, mais nommés par les décrets présidentiels. Vous comprenez que ces gens-là, ils ne peuvent pas bien travailler. C'est pour ça que vous voyez, il y a des coques en jambes. Il y a dans des communes, le conseil communal vient dire, non papa, Moussaro Salamabe, monsieur, vous votez là, vous l'ongouane. Non, dépendre Voilà, tout ça, ça ne permet pas qu'il y ait un vrai développement dans notre pays. Alors, dans ce sens-là, mais que peut poser la question juste, il y a M. Martin Lobby, faut-il parler de la démocratie dans le contexte électoral en RDC? Parler de la démocratie, je ne sais pas si les élections, on peut parler dans quel pays du monde on peut parler de la démocratie quand question. Peut-être il voulait souligner sur la transparence des élections. Alors, moi je vais dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes devant des précédents où la CENI nous a pris. Est-ce que nous sommes des parents? Nous avons dépensé nos maigres moyens avec nos ambitions pour diriger notre propre pays. Nous sommes jeunes, nous avons des idéaux. On vient, on vous dépose notre argent. Vous ne le remboursez même pas. Vous prenez ça dans votre fonctionnement. Et vous nous amenez comme des petits enfants, au moins que vous savez que vous n'allez pas organiser ces élections-là. Mais pourquoi appeler les gens? Pourquoi organiser la réception des candidatures? C'est là où le problème.
Ça, maintenant, nous regrettons parce que et le gouvernement et la CENI, personne ne nous dit la vérité. La vérité. Alors nous sommes livrés à notre triste sort. Voilà un peu, moi je peux me dire qu'il n'y a pas la démocratie. Comme il n'y a pas la démocratie, donc M. Martin, je crois que vous avez reçu votre réponse partant de la réaction de notre invité. Alors, on va y arriver avec la gestion de la ville-province de Kinshasa, ainsi de suite, on va en parler. Mais laissez-nous d'abord poser cette question. Vous avez eu à verser vos moyens, votre budget, vous avez tout mis vraiment à la disposition. Je crois qu'il y a eu des préparations de budget, campagne, ainsi de suite. Maintenant, croyez-vous que l'État congolais va juste vous rembourser ou bien c'est juste la messe dite? On peut dire amen parce que nous sommes à l'église. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ni la CENI, ni le gouvernement. Ni le gouvernement. Ils nous ont laissés dans les stand-by. On est là en stand-by. Et nous savons aussi qu'il n'y aura même pas ces élections-là. Là, c'est sûr. Oui, parce que je vous dis la vérité, madame. Nous sommes en 2026, bientôt 2027. Après 2027, ce sera 2028. Donc, dans 2 ans déjà. J'ai dit, on va faire les élections aujourd'hui pour qu'on reste pendant combien de temps? Vont-ils vous rembourser? Quand les gens n'en parlent même pas. Vous allez commencer par où? Leurs bureaux sont fermés. Vous allez vous adresser à qui? Mais ils ont pris comme des petits enfants, ils ont bouffé notre propre argent, ils ont mis ça dans leur poche, ils sont partis. Et je ne sais pas comment expliquer ces gens-là. Ils sont là, même les maigres moyens de la population, ils amassent ça comme des brigands. Ils parlent sans même nous dire, est-ce que c'est du sérieux? Moi, je demande à la CENI, est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est du sérieux? Il y a M. Jean-Jacques qui vous demande de faire juste, d'organiser une marche de réclamation. M. Jean-Jacques, merci. Je sais que nous avons fait des marches. Réunissez-vous. Monsieur Jean-Jacques. Les victimes, venez me soutenir. Nous avons fait une organisation là, on était. On avait fait déjà une structure des candidats bourgmestres, de toutes les communes. Nous avons fait des démarches. Lorsqu'il y avait les entretiens avec le chargé de sécurité du chef de l'État, nous avons fait des démarches pour qu'on nous reçoive. Ça a été trop de borderline. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a fait des marches. Vous pouvez même aller dormir chez la Première ministre. Vous n'obtiendrez, vous risquez de nous voir, même vous chicoter et vous mettre dans des cachots. Nous avons fait tout ça, monsieur, s'il n'était pas au courant. S'il est aussi candidat en attente comme nous, il peut toujours se rejoindre à nous donner des nouvelles idées. Comme ça, nous pouvons toujours aller ensemble. Ne voyez-vous pas que c'est juste un moyen de ne pas encourager les jeunes de pouvoir se mettre en course dans les prochaines élections de 2028, Monsieur Hugues? Monsieur Hugues a déjà conclu, je ne peux pas ajouter. Il a juste dit ce qui est. On vous a déjà découragé. Non, mais on ne décourage pas. Notre pays, écoutez, nous sommes des têtus. Qu'ils ne s'en fait pas, ils verront comment nous allons nous débrouiller pour être toujours là. Mais c'est quand même décourageant, c'est nous attaquer, à nous épuiser aussi, à nous dire, bon, on s'en fout, tout ça, moi je suis un entrepreneur, hein? Je suis quand même, je me débrouille, mais je m'étais dit, notre administration n'est pas bonne. Et si vous me laissez le temps, vous verrez, je vais vous parler de comment nous avons voulu organiser nos communes pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse parler de la bonne et réelle administration. Voilà, je souhaiterais que vous répondiez d'abord. Ça va juste vous permettre d'entrer directement par rapport à la question de Madame Bijou. Où se trouvent les problèmes si on nommait les bourgmestres sans pourtant passer par les élections? Si on nomme les bourgmestres, ça veut dire qu'on est en train de détruire la construction. On est en train de la violer. Parce que la Constitution de 2006, comme nous avons fait de nos communes des entités territoriales décentralisées,
Donc c'est impératif de pouvoir passer par les élections. Voilà, c'est une obligation. Aujourd'hui, après les élections municipales, personne n'a le droit de faire des nominations. Si on nomme, ça sera en dehors de la loi et ça sera la violation directe de la Constitution. S'il y a des nominations aujourd'hui. Parce que c'était pour la première fois, le président de la République, il a accepté de faire les élections. Celui qui a eu le courage. En 2006, on n'a pas organisé les élections municipales. En 2011, on ne l'a pas fait. En 2018, on ne l'a pas fait, madame. C'est en 2023 que le président de la République a voulu respecter la Constitution qui a été violée par tous ces temps pendant les élections. C'est le président de la République, le président Félix, qui a accepté, qui a eu le courage d'organiser les élections. Alors, madame, comment vous pouvez permettre qu'après avoir organisé des élections, où nous avons des conseillers communaux, vous nous parlez que où est le problème si on met encore le bourgmestre. Là, c'est soit on n'est plus dans, on ne veut plus respecter la loi. Voilà. On ne veut plus respecter la loi. Je vais toujours rester avec vos réactions, mais cette fois-ci sous une autre forme. Voilà. La messe est dite, les gens sont nommés, et ils assument en fait leur fonction, mais vous de votre côté, vous souffrez parce qu'il n'y a pas un mot qui sort juste pour vous défendre, soit pour faire, pour vous positionner partant de vos souhaits, ambitions que vous avez planifiés pour redresser encore les entités territoriales de la ville-province de Kinshasa. On va rester vraiment dans la ville-province de Kinshasa. Où se trouve, avec juste une petite lecture par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa, parce que vous avez évoqué les problèmes où vous devez juste nous démontrer la manière dont la commune, les communes plutôt de Kinshasa devaient être gérées et administrées. Ça l'être de quelle manière, de quelle façon? Madame, pour bien diriger les communes, nous avons des acteurs principaux, des acteurs de base. Il y a le chef de rue, chef de l'avenue, chef du quartier, après le bourgmestre. Alors si le chef de rue ne fait pas bien son travail, n'administre pas bien, le chef de quartier ne fait pas bien son travail, aujourd'hui nous parlons de l'insécurité, de l'insalubrité. Mais vous imaginez avec moi, avec nous, ceux qui nous suivent, dans notre pays ici, madame, moi j'ai grandi ici à Kinshasa, mais je me voyais quelqu'un venir nous rendre visite, et quand on trouve qu'il ne peut plus rentrer, il veut dormir, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène chez le chef de rue, on l'informe que dans votre ménage, il y a un individu qui va dormir aujourd'hui dans cette rue, mais qui n'est pas d'ici, qui habite tel endroit. On l'enregistre avec sa carte d'identité. Au cas où s'il y a un problème qui se fait dans cette rue-là, il y a moyen de suivre les pistes. Aujourd'hui, la loi ordonne à ce que vous mettez de la propriété à 10 mètres de votre parcelle. Et si le chef de rue travaille bien, hein, madame, il y aura des mesures répressives ou qui vont permettre aux gens de respecter toutes ces lois établies par les législateurs congolais. En dehors de ça, madame, même il faut faire cette histoire de recensement. C'est très facile. Aujourd'hui, les gens ne connaissent. Vous trouvez devant un chef de rue qui ne connaît pas le nombre de ménages dans sa rue. On donne un exemple. Il y a eu cette histoire de l'eau de pluie qui a quand même dérangé de l'autre côté de rivière Ndili. Hein? Madame, c'est des bonhommes. Vous avez vu, il y avait même des gens qui quittaient Maluko, qui venaient ici, là où on avait installé les sinistrés, pour se dire que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu une bonne politique, il y a pour détecter, il fallait détecter. C'est très facile. Il ne peut pas identifier. Il ne peut pas identifier. Imaginez que le chef de rue connaît le nombre de ménages.
Et quand vous venez comme ça, il a déjà fait un recensement. Aujourd'hui, le numérique peut toujours nous aider. Parce que nous on a cherché à ce que le numérique est ça la moussala. Qu'on puisse faire un truc là, pour se permettre qu'il y ait quand même de l'ordre. L'administration commence par les bas. Il n'y a pas l'administration au Congo. Il n'y a pas l'administration au Congo. Ça n'est fini pour ce soir. Franchement, l'État nous a fait défaut. Je me pose la question, comment on a épousé les 30 minutes comme ça? Hein, papa Aimé, papa William, comment on peut épouser les 30 minutes comme ça? Alors, que préconisez-vous juste à l'État congolais, vu qu'il n'y aura pas élection? En fait, là, il faut parler dans l'affirmatif qu'il n'y aura pas élection. Non, il n'y en a même pas. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne montrent même pas les soucis. Voilà ce que vous leur demandez alors, de rembourser vos moyens. Je les demande ici, ils sont en train de créer un précédent. Voilà. Qui ne va pas avancer notre pays, qui va faire reculer notre pays. La preuve en est qu'aujourd'hui, dans nos communes, vous voyez, il y a toujours des discussions, des querelles entre les conseillers communaux et les bourgmestres. Cela ne permettait pas qu'ils aient le temps de travailler pour leur commune, et en même temps de chercher, parce qu'aujourd'hui, même comme le gouverneur de la ville, Bumba, souffre aujourd'hui, mais toutes les rues, tous ces grands artères passent par des communes et des avenues et des quartiers. Mais si dans chaque quartier, commune, dans chaque rue, il y a une organisation, est-ce que vous croyez que nos grandes avenues ne seront pas bien traitées, hein? Nos boulevards ne seront pas bien traités? Tout ça parce que vous voyez quelqu'un qui habite dans une rue, il a fait 5 ans là, chef de rue à Zalakabo existe. Vous nous parlez de quelle administration? Voilà, maintenant, je ne sais pas, bon, on n'a pas eu le temps de tout parler. On n'a pas eu le temps de tout parler, mais voilà. Franchement, on doit s'organiser autrement pour que nous soyons à mesure de lire surtout vos réactions et de pouvoir vous servir encore mieux, s'il vous plaît. L'État est l'État, on n'a pas autre chose à faire. Donc, vous disons merci, Président, de pouvoir répondre à ces questions. Merci, Madame, pour cette invitation et je suis vraiment très, très heureux d'être reçu sur ce plateau. Merci beaucoup. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie tout au long de la réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, nos fidèles téléspectateurs. Restez branchés au programme de Show Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.